Madame, monsieur, bonjour. Maïder Arostegui a été élue maire de Biarritz le 3 juillet dernier. Première femme à occuper ce poste, membre des Républicains, celle qui succède à Michel Venac, fait un premier bilan 5 mois après son arrivée aux commandes de la ville. Quels sont ses défis à relever en matière d'économie, d'écologie, de logement, de tourisme? Comment voit-elle l'avenir de l'hôtel du Palais ou encore du Biarritz Olympique? Maïder Arostegui est aujourd'hui l'invitée de Dimanche en politique. Madame, bonjour, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Alors d'un point de vue très personnel, comment avez-vous vécu ces 5 premiers mois dans le fauteuil de maire de Biarritz, puisque vous avez été élu, je viens de le dire, le 3 juillet dernier? Ça a été un véritable défi que dès notre élection, être confronté à cette post-crise qui est en réalité une pré-crise et de gérer un été qui a été absolument inédit avec un tourisme avec une affluence très importante, de très gros dossiers qui étaient restés en suspens, une attente très importante de la population et puis une mairie, c'est comme une entreprise avec 800 agents, donc c'est une grosse entreprise dont j'ai pris la tête et donc il a fallu aussi rencontrer les agents, les services et ça a été les premières grosses missions du mandat. Quelles ont été les premières surprises, j'ai envie de dire, les bonnes et les mauvaises? Alors, on va dire que l'hôtel du Palais faisait partie des dossiers dont on savait que ça allait être un dossier difficile. Simplement, il manquait la bagatelle de 20 millions d'euros. Donc, lorsque je suis arrivée, le Covid ayant stoppé les travaux de rénovation de la deuxième tranche, il manquait 5 millions d'euros dans les caisses de l'hôtel et le financement de la deuxième et de la troisième n'était pas réellement financé. Donc, il a fallu se mettre en quête de financement. Ça nous fait partie des surprises. On va y revenir dans cette émission sur ce dossier qui est extrêmement important à Biarritz. En ce début de mandat, quelles sont pour vous les priorités aujourd'hui ? Alors les priorités, c'est respecter nos engagements qui étaient autour de 3 grands axes. Le premier, c'était le maintien de la qualité et du cadre de vie dans notre ville. Donc ça passe par l'écologie, donc la préservation de l'environnement, l'océan, donc l'assainissement, des dossiers aussi qui sont très techniques. L'urbanisation aussi à Biarritz qui est un sujet quotidien. Le deuxième grand thème, c'était le logement. Permettre aux Biarros, et en particulier aux classes moyennes, non seulement de rester dans leur ville, mais de revenir lorsqu'ils se sont quelque part un peu exilés. Et le troisième grand sujet, qui a été un de nos premiers thèmes de travail, c'est permettre aux citoyens biarros de participer aux décisions qui l'intéressent au quotidien. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Oui, une sorte de gouvernance de proximité. Je vous ai entendu dire que c'était votre principe. Ça prendra quelle forme dans les prochains mois ? Alors nous devions les lancer au mois de novembre. Ça prendra la forme de conseils consultatifs de la vie locale, des instances de gouvernance partagée, des ateliers de réflexion avec les Biarros sur des thèmes comme le tourisme durable ou sur l'image de la ville que nous lançons dès le 18 décembre. Et puis surtout de la proximité avec des permanences dans les quartiers et une permanence mensuelle que je tiens depuis le mois de septembre. J'en ai une d'ailleurs demain matin. Et donc, si je vous fais un petit résumé, il y a plus de 60 Biarros qui sont passés dans le bureau du maire. On a fait un petit calcul, 231 réunions et à peu près 260 rendez-vous depuis que j'ai été élue le 3 juillet. On va dérouler justement ce qui est votre programme et les dossiers importants qui arrivent ou qui sont déjà là. Mais vous évoquez également une gestion sur fond de référendum. C'est-à-dire que vous êtes prête à solliciter l'avis des Biarrotes et des Biarros sur les dossiers qui vous paraissent très importants. Alors j'en avais identifié 2 qui pouvaient être des dossiers auxquels je souhaitais soumettre l'avis des Biarros. Il y a le devenir de l'hôtel du Palais. Si un jour cet hôtel qui est cher à notre cœur et pour lequel la ville est majoritaire dans la gestion de la société d'économie mixte, eh bien je proposerai que les Biarros décident de l'avenir de l'hôtel du Palais. Et j'avais également prévu, ou en tout cas anticipé, que peut-être nous aurions à nous prononcer sur le devenir de Biarritz Océan, c'est-à-dire la cité de l'océan. Peut-être y aura-t-il d'autres sujets, peut-être n'y en aura-t-il pas, mais en tout cas, je m'étais déjà prononcée sur ces deux grands thèmes. On va revenir sur ces points-là. Un mot tout d'abord sur la crise sanitaire que tous les élus doivent affronter. Vous également, et c'est compliqué de prendre, j'imagine, une mairie dans ce contexte-là. Biarritz bénéficie de ce qu'on appelle un tourisme d'affaires, évidemment. Il y a beaucoup de congrès, de salons. La crise sanitaire, j'imagine, a totalement stoppé cette activité. Quelles sont les conséquences pour la ville, tout d'abord, et également pour le secteur économique qui bénéficie de ces salons et de ces congrès?
Alors si on focalise sur le tourisme d'affaires, qui est une des grandes industries qui ont été développées ces 20 dernières années, nous avons des grosses infrastructures. Nous avons surtout une entreprise dédiée qui est un EPIC, Biarritz Tourisme, qui est dédié avec pratiquement 50 salariés qui sont dédiés à cette activité-là. Eh bien, c'est un effondrement total de l'activité et surtout, on n'y pense pas, mais c'est aussi toute l'industrie des sous-traitants, tout le secteur de l'événementiel qui est paralysé. Et donc, ce sont des gens qui aujourd'hui sont en train de se paupériser. Ce sont des perspectives d'avenir qui s'éloignent. Et pour nous, ce sont nos sous-traitants que nous n'aurons peut-être pas lorsque l'activité redémarrera. On comprend que ce secteur est très impacté, mais pour être plus précis, est-ce que vous avez des chiffres justement sur l'emploi menacé ou les entreprises en difficulté ? Alors aujourd'hui, il y a à peu près 230 emplois qui sont menacés par cette crise. On est à peu près à 2 millions d'euros de pertes par rapport à ces congrès. Et la ville elle-même, dans ses comptes, est aujourd'hui à 4 millions d'euros de pertes par des redevances qu'elle ne reçoit pas, ou bien par des exonérations de droits de terrasse ou des loyers qu'elle ne reçoit plus. Évidemment, par effet domino, ce sont les commerces, les hôtels notamment, qui souffrent également de cette situation. Quel est l'état du commerce dans votre ville aujourd'hui ? Alors, avec la réouverture, il y a presque 2 semaines, des commerces dits non essentiels, on a un petit retour, enfin non, ça fait une semaine juste d'ailleurs, je suis en train de... Juste une semaine. On a un retour à une activité qui est en train de se renormaliser, mais bien évidemment, un mois d'arrêt de chiffre d'affaires, c'est très lourd dans une trésorerie. Surtout que l'activité s'est arrêtée net en pleine vacances scolaires alors que la cité était pleine. Et donc évidemment, ce sont des trésoreries, ce sont des petites entreprises et les trésoreries commencent à être en grande difficulté. Et donc il est grand temps que nos commerces, mais surtout nos bars et nos restaurants soient dans des difficultés terribles. Pas pour tout de suite. Biarritz bénéficie, on l'a dit, de ce tourisme d'affaires, pas seulement tourisme d'affaires d'ailleurs. L'aéroport souffre également énormément de cette baisse d'activité, 1 à 2 vols par jour uniquement, et encore pas tous les jours. Pas tous les jours. Quel est l'état de l'aéroport de Biarritz aujourd'hui ? Alors l'aéroport aujourd'hui va devoir se séparer d'un certain nombre de ses salariés. Nous avons à peu près 14 salariés qui vont partir en retraite anticipée et certainement 2 salariés qui vont être licenciés. Donc le volume d'affaires, on était à peu près à un transit de 1,2 million de passagers. Nous sommes tombés à 400 000 euros, donc le trafic s'est effondré. Donc aujourd'hui, nous arrivons avec l'aide des collectivités, que ce soit la communauté d'Agglo Pays Basque, le département et la région, également la ville de Biarritz. Nous avons remis la main à la poche de façon à soutenir l'activité de l'aéroport, puisque sans aéroport, notre activité, qu'elle soit de tourisme individuel ou de tourisme d'affaires, ne pourrait pas fonctionner. Donc pour nous, l'infrastructure aéroportuaire, aujourd'hui et demain, elle est vitale. Y a-t-il un risque que l'aéroport de Biarritz ne se relève pas de cette situation ? Est-ce qu'il y a un risque de ne pas pouvoir repartir et retrouver le trafic d'avant ? Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit il y a une façon optimiste qui est de dire le trafic reprendra, nous allons revenir à un rythme qui sera progressif mais qui sera le rythme d'avant. Ou alors une vision plus pessimiste en disant si les compagnies aériennes ne sont pas en capacité de remettre du trafic comme avant, alors là, effectivement, la situation sera très difficile. Je n'ose pas l'envisager, personne ne l'envisage. C'est vrai qu'on est dans de la gestion au coup par coup. C'est extrêmement difficile d'être dans l'anticipation puisqu'aujourd'hui, personne ne peut dire qu'est-ce qui va se passer le 15 décembre, qu'est-ce qui va se passer le 20 janvier. Retournera-t-on à la normale ? Faudra-t-il attendre, comme certains professionnels de santé le disent, le milieu de l'année 2021 ? Donc aujourd'hui, nous essayons d'être le plus réactif possible et surtout de limiter les pertes. C'est ce que nous faisons avec Patrick Chassériau, qui est le président de l'aéroport, et bien sûr tout le conseil d'administration. Nous limitons les pertes. Alors, on en a parlé en ce début d'émission, l'hôtel du Palais, établissement Palace à Biarritz, est en plein travaux. Cet hôtel appartient à la ville, en tous les cas la ville est actionnaire majoritaire. Il est donc fermé et la restauration coûte, vous l'avez dit, extrêmement cher. Nous sommes allés voir sur place cette semaine, reportage Perrine Durando et Sandrine Estrade. Le baptême du feu 26 mars pour le seul palace de la côte atlantique, c'est beaucoup plus tôt qu'annoncé. Malgré les 2 périodes de confinement, la seconde phase des travaux de l'hôtel du Palais à Biarritz vient de s'achever. 114 chambres seront exploitées au printemps prochain. Il restait que le béton et les murs porteurs.
On a même déplacé les salles de bain qui étaient avant à l'intérieur du bâtiment pour les mettre en extérieur afin d'avoir la vision sur l'extérieur. Et donc ça a dû créer aussi toutes les conduites et canalisations qui ont été remplacées. Toute l'électricité a été revue. Normes respectées, poterie basque bleu roi pour les accès au 56-8. La résidence d'été de l'impératrice Eugénie, construite en 1855, conserve son charme et face aux vagues, le calme demeure. La dernière tranche des travaux pour mettre à la location l'ensemble des 142 chambres est fixée à juin 2022. Quel est le coût de ces travaux pour la ville de Biarritz ? Alors le coût sera beaucoup plus important que ce qui était prévu. L'ancienne mandature avait pallié sur un coût total de 50 millions d'euros. Je pense que nous approcherons les 80 millions d'euros au total. Ce surcoût est lié au fait qu'il n'y a pas eu d'activité cet été, parce que le confinement est arrivé avant, que les travaux étaient interrompus. Vous n'aviez pas la capacité à gérer cette situation. Enfin, ça vous a été imposé en quelque sorte. Alors, c'est pas exactement ça. Le surcoût dû à la fermeture, enfin en tout cas à la non-ouverture, ce sont 5 millions d'euros. La difficulté, c'est que c'est une très vieille dame qui n'avait pas subi de gros entretiens ou de gros lifting depuis très longtemps. Donc il y a eu des surprises, c'est ça ? Donc il y a eu effectivement des surprises. Et puis voilà, nous avons été en recherche d'excellence pour cet hôtel, qui est un palace et qui a vocation à le devenir. Et donc évidemment, les travaux se sont additionnés pour arriver à cette somme finale qui va être beaucoup plus importante que celle qui était prévue. Est-ce que c'est la vocation d'une ville comme Biarritz, de gérer un palace ? C'est une très bonne question. C'est une question que la mandature précédente n'a pas posée. Et donc aujourd'hui, nous sommes tenus d'aller au bout de la décision qui a été prise et qui va permettre à l'hôtel de continuer à être exploité en partenariat avec le groupe Hayat et également avec au capital la Caisse des dépôts et des consignations qui vient de rentrer à hauteur de 2,74% et le groupe JCDH Holding qui est également entré au capital il y a 2 ans et qui est aujourd'hui, nous avons d'autres partenaires. Pour formuler la question autrement, la ville de Biarritz a-t-elle encore les moyens de financer un hôtel comme l'hôtel du Palais ? Aujourd'hui, nous ne les avons pas, demain encore moins. Cette question, si elle doit se poser, sera posée directement au Biarro. Donc évidemment, à part croiser les doigts et essayer de trouver des financements, la marge de manœuvre est assez limitée. Vous, votre état d'esprit, votre souhait, ce serait de conserver l'hôtel du Palais pour la ville de Biarritz ou au contraire de vous en séparer ? L'hôtel du Palais, il a une histoire, c'est une histoire d'amour entre les Biarros et cet hôtel. C'est un symbole. Hein. Ils l'ont sauvé. Il devait être vendu comme beaucoup d'autres hôtels de l'époque. Et le maire Guy Petit, qui était l'avocat de la veuve dont le mari était propriétaire de cet hôtel, a proposé aux Biarros de devenir petit porteur. Et donc, d'action en action, ils sont devenus propriétaires de cet hôtel et ils l'ont sauvé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette ville est propriétaire de cet hôtel. Donc, il y a un lien affectif avec les Biarros. Ce serait compliqué de s'en séparer, mais vous comprendrez bien que devant les sommes aussi importantes que je viens de citer, peut-être la réalité nous rattrapera-t-elle. Un mot de politique nationale. Cette semaine, nous avons appris le décès de Valéry Giscard d'Estaing. Que représentait-il pour vous ? Je le rappelle, vous êtes membre du parti Les Républicains. Que représentait cette figure de la vie politique française ? C'est un homme qui a été un grand réformateur et en tant que femme, qui a une immense admiration pour Simone Veil, la figure de Simone Veil et le travail qu'elle a fait. Avoir le courage de permettre à une femme de se tenir debout à l'Assemblée nationale et de demander à ce que l'interruption volontaire de grossesse soit dépénalisée. Voilà, c'est quelque chose d'incroyablement réformateur, le droit de vote pour les jeunes à partir de 18 ans. Il a été un président finalement dont le souvenir a été un petit peu brouillé par quelques caricatures, mais il est resté un grand réformateur de notre pays. Je viens de le dire, vous êtes membre du parti Les Républicains. Vous venez d'intégrer d'ailleurs le bureau national des Républicains. Pourquoi avoir choisi cette famille politique ? On choisit une famille politique parce qu'elle porte les valeurs qui sont les vôtres, parce qu'elle porte un projet, que ce soit un projet pour un pays, pour une région ou bien pour une ville. Donc je me retrouve dans les valeurs portées par les Républicains. Et je trouve Vous trouvez justement que ce parti existe suffisamment en France aujourd'hui, qu'on l'entend suffisamment, qu'il porte des valeurs, qu'il est entendu ?
Il n'est pas forcément suffisamment entendu, comme aucun parti de l'opposition aujourd'hui n'est suffisamment entendu. Lorsqu'on porte des projets qui sont aboutis, lorsqu'on porte une opposition qui est construite, on ne fait pas forcément toujours le poids par rapport à des agitations, par rapport à de l'outrance. Et donc aujourd'hui, les Républicains ont apporté dans cette ligne de droiture et d'opposition de construction un projet pour le pays auquel je compte participer au sein du bureau. Donc il faut en permanence se moderniser tout en restant sur les valeurs de droite qui sont les nôtres, d'une droite réformatrice, mais d'une droite également modérée. D'une droite aussi qui sait parler d'environnement, d'une droite qui sait parler aux jeunes, une droite qui a beaucoup de travail à faire pour retrouver la place qui doit être la sienne dans ce pays. Alors, puisque vous avez intégré ce bureau national, selon vous, pour conduire les prochaines batailles, et il va y en avoir, des régionales dans quelques mois, puis une présidentielle dans un peu plus d'1 an, quels doivent être les leaders pour ces combats à venir du côté des Républicains ? Alors c'est la question qui agite, je dirais, un petit peu le monde médiatique, mais je ne suis pas certaine que c'est une question qui agite les Français ou les Biarros. Les régionales, c'est demain. En même temps que les départementales. Certainement. Donc il est important de savoir qui va conduire une liste, quelles seront les valeurs portées, évidemment, mais on a aussi besoin de savoir quels sont les leaders. Alors nous y travaillerons. Les Républicains ont des soucis pour trouver des leaders aujourd'hui, selon vous ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, les Républicains sont plus portés à travailler le contenu de leur projet plutôt qu'à chercher une figure emblématique. Et quant à la présidentielle, c'est un travail évidemment qui se rapproche, mais sur lequel nous nous mettons en ordre de marche, justement, avec le bureau politique, et puis aussi, bien sûr, toutes les instances locales. Autour de nous, les citoyens nous donnent des idées, ont envie de participer, ils ont envie de droite. Pour être plus clair, pour les régionales, qui auront lieu probablement en juin prochain, selon vous, quelle devrait être la tête de liste en Nouvelle-Aquitaine, du côté des Républicains ? Je ne sais pas qui devrait être l'homme ou la femme qui pourra conduire cette liste. Je pense qu'en tout cas, ce sera quelqu'un qui sera en capacité de travailler avec les 11 autres têtes de liste, puisque c'est 12 listes en tout. Évidemment, des hommes et des femmes qui sont représentatifs de la diversité des territoires de cette Nouvelle-Aquitaine qui est un immense territoire. Alors, on a parlé en ce début d'émission de la politique du logement. Justement, quelle politique du logement souhaitez-vous mettre en place à Biarritz ? Le prix de l'immobilier est cher, très cher, trop cher même pour certains Biarros qui ont du mal à vivre dans leur ville. Comment faire pour tenter de régler cette situation compliquée ? On a effectivement un coût de l'immobilier qui est extrêmement élevé. Pour cela, nous avons l'outil du logement social. Le logement social se décompose de locatif social et surtout de l'accession sociale à la propriété. Depuis 2 ans, nous avons un nouvel outil qui s'appelle le BRS, le bail réel solidaire, qui permet une forme d'accession sociale à la propriété destiné en particulier aux classes moyennes. Et c'est cet outil que je compte mettre en fonction à Biarritz pour que nos Biarros de classe moyenne puissent revenir vivre dans leur ville et surtout soient propriétaires. Ce travail n'a pas été fait précédemment ? Ce travail a traîné. Notamment sur les grands espaces, sur les grands projets qui auraient pu voir le jour, ou en tout cas qui auraient pu commencer. Je pense en particulier à la plaine d'Aguilera, qui a vocation à devenir le prochain grand quartier de Biarritz. La municipalité précédente a traîné des pieds et rien ne s'est passé pendant 6 ans. Et justement, parlons de cette plaine d'Aguilera. Le trait d'union est établi avec le Biarritz Olympique et cette plaine d'Aguilera, ce centre de formation. C'est un dossier difficile. Vos relations sont compliquées aujourd'hui avec les dirigeants du Biarritz Olympique ? Mes relations ont été amplement commentées dans les médias. Moi, j'ai toujours dit que je travaillerai avec... Quel est l'état de vos relations, pour formuler la question autrement, aujourd'hui avec les dirigeants du club ? Elles sont cordiales. Ah, ça va beaucoup mieux alors. Elles sont cordiales. Ça va beaucoup mieux. J'ai toujours dit que je ferais des efforts pour travailler avec le propriétaire et le président du club, quel qu'il soit. C'est vrai que bien souvent, il y a eu de la part du BOPB des mots, des comportements qui ont été extrêmement malheureux. Aujourd'hui, nous devons travailler ensemble pour le bien du club et surtout pour le bien des Biarros. Ça va prendre quelle forme, cette collaboration nouvelle ? Alors, ça prend la forme d'un dialogue pour avancer justement sur le fameux projet de rénovation du stade et sur la construction des infrastructures sportives et événementielles qui, demain, feront ce nouveau quartier Aguilera, bien évidemment, aux côtés du vaste programme immobilier de 350 logements, la construction de cet écoquartier,
que j'espère pouvoir commencer bien avant la fin de ce Justement, mandat. vous avez un calendrier par rapport à ces travaux? Oui. Déjà, le point de base, c'est ce qu'on appelle la MECDU, c'est-à-dire la mise en compatibilité du document d'urbanisme qui permet au terrain d'être constructible. Ils ne le sont toujours pas. Et donc notre première priorité a été de travailler avec l'agglomération Pays Basque, puisque c'est elle qui en a la compétence, et que cette agglomération Pays Basque puisse nous permettre de commencer le processus de cette mise en constructibilité des terrains. Donc nous y sommes. Normalement, le 19 décembre prochain, en conseil communautaire, nous devrions voter le début de la mise en constructibilité des terrains qui nous permettra ensuite, progressivement, étape par étape, de continuer ce processus de création de ce quartier sportif et de logement. Autre thème dans cette émission, cette semaine, Karfa Diallo était devant le tribunal de Bayonne pour rébellion. Ce militant bordelais était en fait venu demander en août 2019, lors du G7, le changement de nom du quartier de la Négresse. Reportage Perrine Durando, Igan Carpentier. Le 22 août 2019, ce militant culturel bordelais descend en gare de Biarritz pour protester contre le nom de ce quartier, la Négresse, un terme qu'il considère comme raciste. J'ai été victime de violences policières. C'est moi qui suis venu ici à Biarritz pour défendre des valeurs qui sont les valeurs de la République. J'ai été brutalisé, plaqué au sol, menotté, mis en garde à vue. J'ai porté plainte contre ces policiers. Cette plainte n'a toujours pas été étudiée. Et c'est moi qui suis poursuivi pour violence. Pour faire taire ce citoyen, responsable de l'association Mémoire et Partage, à quelques minutes de l'arrivée d'un ministre à la veille du G7, 2 policiers l'interpellent. Au nom de la liberté d'expression, il continue sa manifestation. Ces 2 avocats contestent les faits qui lui sont reprochés. C'est un montage dans un contexte tendu et particulier. Ce qu'on essaie de faire, autopsie d'un dérapage policier, mais jamais cette affaire n'aurait dû venir devant le tribunal. C'est contre-productif, c'est paradoxal. On dressait un procès-verbal, tapage d'urne, on s'expliquait gentiment et c'était terminé. Alors en dehors du dossier juridique qui concerne M. Karfa Diallo, est-ce que le nom de ce quartier, le quartier de la Négresse à Biarritz, vous pose problème aujourd'hui? Il ne pose pas problème au Biarrot. C'est un des plus vieux quartiers de Biarritz. Ça a été un quartier populaire. C'est un quartier qui s'est senti abandonné, dont les services publics ferment les uns après les autres. On a déjà eu le bureau de poste qui a fermé. Et aujourd'hui, c'est un quartier qu'on vient stigmatiser. Donc les Biarrots en général et les Biarrots du quartier de la Négresse sont malheureux de voir qu'on vient pointer du doigt leur quartier. Et mon Donc travail... il ne faut pas changer de nom ce quartier? Personne ne vient me le demander aujourd'hui. Et nous avons organisé donc des conseils consultatifs de la vie locale. Si les Biarrots souhaitent s'emparer de cette question, bien évidemment, je les laisserai décider. Ce n'est pas à moi, maire, de décider pour les Biarrots de ce sujet dont on n'a absolument pas parlé pendant toute la campagne. Biarritz est au Pays Basque, je ne vous apprends rien. Mais quelle doit être la place de Biarritz, justement, au cœur du Pays Basque? Biarritz est une porte d'entrée et c'est un phare qui doit illuminer tout le Pays Basque. Moi, c'est comme ça que je vois ma ville et c'est comme ça que je vois mon Pays Basque, être au service du Pays Basque. Et aujourd'hui, c'est tout le travail de cette grande agglomération, permettre justement une entrée des visiteurs, de l'activité économique par l'aéroport de Biarritz et puis par le rayonnement de cette ville. Ça, c'est très touristique. En termes d'identité, quelle doit être la place du Pays Basque en France, selon vous? Le Pays Basque a une culture, une langue tout à fait particulière. Elle doit, pour moi en tout cas, rester dans la République française. Je me sens profondément française. Les Biarrots, beaucoup de Basques se sentent totalement français. Pour moi, c'est un non-sujet. Il est de notre devoir de développer économiquement, d'apporter de la richesse à ce Pays Basque, du bien-être à ses habitants et de renforcer encore plus notre culture, de la défendre, notamment avec la langue basque. Et c'est aussi ce que nous ferons avec le Festival de la diaspora basque que je compte mettre en place pendant le mandat et qui rassemblera l'ensemble, enfin en tout cas une grande partie des Basques qui vivent à l'étranger et leur faire connaître ce territoire qu'ils ont quitté ou qu'ils n'ont peut-être jamais connu. Est-ce que vous avez l'impression parfois que Biarritz est un peu stigmatisé par son côté un peu trop brillant par rapport à l'ensemble du Pays Basque? Alors souvent on l'entend, mais c'est un cliché qui ne correspond pas à la réalité. Nous n'avons pas que des gens qui brillent à Biarritz, en tout cas par leurs revenus. Nous avons beaucoup de gens qui sont dans la précarité. Et mon devoir en tant que maire est de surtout s'occuper de ces populations-là, ou aussi de s'occuper de ces populations-là. Donc nous allons renforcer le CCAS, la solidarité. Nous avons déjà fait pendant le confinement, justement, pour les sans domicile fixe. Nous avons mis à l'abri des personnes qui dorment dans les voitures. Nous leur avons permis d'être dans des
dans des hôtels. Donc notre action en faveur des plus fragiles, des plus précaires, nous avons beaucoup de mamans seules aussi, des familles monoparentales. C'est ça aussi le travail d'un maire, c'est de protéger tous les citoyens. On en a dit un mot en début d'émission, on va consacrer 30 secondes en fin d'émission. La Cité de l'Océan, a-t-elle trouvé toute sa place au cœur de votre ville? Doit-elle évoluer et si oui, comment? Alors la Cité de l'Océan est sortie de sous les eaux. Aujourd'hui, elle arrive à produire du bénéfice avec tout un tas d'activités de restauration et de goodies, si je puis dire, qu'elle génère. Elle a trouvé sa place. Aujourd'hui, c'est un non-sujet à Biarritz. La Cité de l'Océan existe, elle a arrêté de perdre de l'argent. Peut-être faudra-t-il réfléchir à une autre destination. En tout cas, aujourd'hui, elle n'est plus au cœur des tensions biarrotes. Maïder Arostegui, merci. C'est la fin de cette émission, c'est la fin de Dimanche en politique. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.